Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Alors que le Sénat s'apprête à voter cet après-midi sur le projet de loi pour une école de la confiance, retour ce matin au temps fort de la discussion de vendredi. Après avoir supprimé le regroupement école primaire collège, mesure ajoutée à l'Assemblée nationale qui crispe les syndicats d'enseignants, les parents d'élèves et de nombreux élus, les sénateurs ont adopté plusieurs articles autour de la formation des enseignants. Ils ont notamment voté en faveur de la création d'un conseil d'évaluation de l'école, une structure dont l'indépendance interroge. Ces détracteurs voient derrière cette nouvelle instance la volonté de Jean-Michel Blanquer d'avoir les coudées plus franches pour mener sa politique. Cet article a donc été modifié par les sénateurs pour garantir une plus grande indépendance vis-à-vis du gouvernement. Les sénateurs ont également voté la création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dont la gouvernance est modifiée, ainsi que le dispositif de pré-professionnalisation pour les étudiants en deuxième année de licence, dans lesquels les syndicats d'enseignants dénoncent d'ailleurs la possibilité pour des étudiants non formés de se retrouver face à des élèves. Enfin, notez que le Sénat a introduit dans le projet de loi un dispositif de formation initiale continue qui permet à chaque enseignant, pendant les 3 années qui suivent sa titularisation, de bénéficier d'actions de formation pour compléter sa formation initiale. Retour donc à la séance de vendredi dernier. À l'article 9, 3 amendements identiques de suppression. Le premier, Madame de Romédy. Merci, Monsieur le 56. Président. Cet amendement vise à supprimer le conseil d'évaluation de l'école. Son intérêt n'est pas démontré et ses missions sont floues. Il n'apporte rien de plus que les actuels conseils nationaux d'évaluation du système scolaire et direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Le 154, Monsieur Ouzoulia. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire un commentaire général sur nos 3 amendements 154, 155, 56, ce qui vaudra défense de ces amendements. Ce dont il est question ici, c'est de la suppression du CNESCO. Moi, j'aimerais, avant qu'il disparaisse, ce qui sans doute va être son cas, lui rendre hommage. Parce que les travaux de grand intérêt ont nourri nos réflexions de parlementaires et singulièrement celle de la Commission de la Culture. C'est un organisme qui a mis en place des méthodes de travail, des problématiques qui sont tout à fait intéressantes et qui mériteraient d'être pérennisées. Et je salue sa présidente. Ensuite, nous avons eu en commission un débat sur la qualité de l'évaluation. Indépendante ou pas indépendante, je pense sincèrement que ce qui compte, c'est se déterminer sur le caractère interne ou externe de l'évaluation. Monsieur le ministre, vous avez choisi de renforcer les capacités d'évaluation de votre ministère. C'est votre droit. Et je trouve que c'est légitime qu'un ministre se donne les moyens, en modifiant l'organisation de ses services, de renforcer un certain nombre de missions d'évaluation. Ce que nous souhaitons, nous, et ça sera l'objectif de mon amendement 45 dans l'article additionnel après l'article 9, c'est que nous n'abandonnions pas une évaluation externe. Et notamment une évaluation qui pourrait être réalisée par le Parlement, parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est justement la confrontation des points de vue. Et nous estimons qu'on pourrait parfaitement considérer aujourd'hui qu'il n'y a pas de concurrence entre ce que vous allez mettre sur les rails, sans doute, et une évaluation externe, et que quelque part, on s'approche d'une forme de vérité scientifique par la confrontation des points de vue. Donc nous avons quelques amendements, mais encore une fois, je répète l'esprit. Ce que nous souhaitons, c'est renforcer l'expertise externe parlementaire sur les problèmes de l'éducation. Et je note que dans beaucoup de pays européens, il y a des organismes parlementaires d'évaluation. Et je pense que c'est important. Et ça va dans le sens d'ailleurs de la réforme constitutionnelle que vous promeuvez. Voilà. Le 280 rectifié bis, Madame Monnier. Madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Finalement, cet amendement va tout à fait dans le sens de celui que vient d'évoquer notre collègue. Je pense que ce débat sur l'évaluation, je viens d'en parler
par un amendement sur un rapport. Bien sûr que ça n'est pas obligatoirement le meilleur moyen, si ce n'est que par le contrôle aussi de nos assemblées. C'est tout à fait intéressant d'avoir le regard des parlementaires sur ce contrôle. Oui, on va j'imagine, acter la suppression du CNESCO. J'en suis extrêmement malheureuse parce que les travaux qui ont été menés par des scientifiques et des chercheurs, il faut le souligner, il faut le préciser, en toute indépendance, était un regard extérieur sur les politiques éducatives. Et ces éléments-là, ces données-là, Monsieur le Ministre, nous sont aussi extrêmement précieuses lorsqu'on parle d'évaluation et lorsqu'à un moment on est amené à travailler sur ces questions. Donc je suis et nous sommes extrêmement attristés que là aussi par cet article-là nous enterrions un organisme qui a fait ses preuves, qui a été reconnu, qui est reconnu et qui, de mon point de vue, avait cette qualité de ce regard d'évaluation des politiques éducatives. J'entends bien le conseil de l'évaluation que vous voulez mettre en place, Monsieur le Ministre. Je le comprends, qu'on puisse évaluer en interne, alors en lien avec les différents services de votre ministère, j'imagine, hein, mais qu'on puisse évaluer ces établissements, sa politique. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime et ça n'est pas de mon ressort de le juger. Mais garder un regard extérieur indépendant sur ces politiques éducatives de façon générale qui englobe les différents enjeux que posent aujourd'hui ces différentes politiques au sein de nos sociétés nous semblait extrêmement précieux aussi pour nous parlementaires par rapport à ces sujets qui nous tiennent tant à cœur. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ces 3 amendements de suppression? Merci Monsieur le Président. Moi, ce qui m'attristerait, ce serait la suppression de l'article 9, parce qu'il reviendrait sur l'une des avancées principales, avec d'autres, de ce projet de loi, et qui reprend une préconisation de longue date du Sénat, à savoir l'évaluation des établissements scolaires. Le conseil d'évaluation de l'école reprendra l'essentiel des attributions du CNESCO, tout en orientant davantage son travail sur les méthodologies de l'évaluation, champ que le CNESCO, au-delà de toutes les qualités que le CNESCO peut avoir, a peu investi. La composition du CE, adoptée par la Commission, lui donne par ailleurs des garanties d'indépendance supérieures à celles du CNESCO, dont la majorité des membres étaient nommés par le gouvernement. Quant au devenir du CNESCO, je laisserai le ministre s'exprimer à ce sujet. Je demande le retrait de ces amendements, ma chère collègue, et à défaut, l'avis est défavorable. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Il s'agit en effet, vous avez raison Monsieur le rapporteur, d'un des articles importants de la loi et donc reconnaissons-le comme tel. Et c'est pourquoi je prendrai quelques instants quand même pour discuter ce groupe d'amendements. D'abord, le débat ne se pose pas en termes d'évaluation externe ou d'évaluation interne. Nous ne prétendons pas du tout élaborer un système d'évaluation interne qui se substituerait à un système d'évaluation externe. Ce n'est pas du tout en ces termes que ça se pose. La loi de 2013 donnait une mission au CNESCO qui était l'évaluation du système scolaire. L'interprétation qu'il y a eu de ce que demandait la loi a été une interprétation que je qualifierais de particulière. Elle intéressante, mais particulière, qui, à mes yeux, n'aboutit pas à une évaluation pleine et entière de notre système. Est-ce que lorsque je dis cela, je disqualifie ce que le CNESCO a fait? Non. Je pense, comme vous, qu'il y a des choses intéressantes qui ont été faites par le CNESCO, et en disant cela, je suis beaucoup moins sévère que le rapport Durand ou que la Cour des comptes lorsqu'il parle du CNESCO. Si j'étais dans la posture que l'on m'accuse d'avoir, de vouloir en quelque sorte en finir avec une institution pour y substituer une autre qui serait plus à ma main, puisque c'est en gros le genre de reproche qui est fait, je dirais, mesdames et messieurs les sénateurs, lisez le rapport Durand, lisez le rapport de la Cour des comptes et finissez-en avec cette institution. Et d'ailleurs, j'en créerai même pas une autre à la place. Comme ça, je ferai des économies. Donc, le genre d'accusations qu'il y a sur cette question sont totalement à côté de la plaque, parce que, tout simplement, je ne suis pas dans cette posture-là. Je pourrais l'être. Si j'étais conforme aux accusations que l'on me fait, c'est cela que je ferais. Mais ce n'est pas le cas. Parce que je pense qu'il y a un bilan intéressant du CNESCO. Je pense que ce bilan, c'est
une façon de concevoir l'évaluation des politiques publiques, c'est-à-dire une façon que j'appellerais macro, c'est-à-dire une vision globale des politiques publiques, avec de l'expertise mobilisée tout autour du CNESCO, des choses qui sont intéressantes et qui relèvent d'une logique que je qualifierais, au sens le meilleur de ce terme, d'académique, autrement dit, appeler l'ensemble des secteurs de la recherche à travailler à certaines dimensions, en parler ensemble et ensuite le diffuser. C'est extrêmement utile. C'est pour cela que le CNESCO ne va pas mourir. Donc n'employons pas là aussi des mots excessifs. Il n'y a pas de mort programmée du CNESCO. Il y a au contraire une évolution dont j'attends beaucoup, puisque c'est une évolution académique. Nous allons créer une chaire au CNAM avec des moyens importants qui va permettre d'avoir une continuité avec ce que le CNESCO a déjà fait. Et je l'espère un épanouissement, parce que dans une logique académique, eh bien, il y a des cercles vertueux qui s'enclenchent, des moyens qui peuvent aller en croissant grâce à ce cercle vertueux. Et à la fin, comme cela peut se passer dans certaines universités du monde, eh bien, une capacité, pour le coup, de manière totalement indépendante, puisque académique, de pouvoir analyser des dimensions entières du système scolaire. Donc, il n'y a pas de mort ni de persécution du CNESCO, il y a une transmutation, une transformation, et cette transformation a un potentiel très important pour contribuer à ce que la France soit au niveau où elle doit être, c'est-à-dire un niveau d'excellence en matière académique, en matière d'évaluation des politiques publiques. Ce faisant, nous créons un véritable conseil d'évaluation sur l'évaluation. De ce point de vue-là, d'ailleurs, dans une certaine fidélité à ce que je pense la loi de 2013 visait, puisque, comme l'a dit le rapporteur, l'objectif, c'est pas seulement d'avoir une évaluation macro de l'ensemble du système scolaire, mais d'avoir une évaluation micro qui débouche sur une évaluation macro. Et c'est ça le véritable enjeu. Autrement dit, d'avoir une évaluation de chaque école, chaque collège et chaque lycée de France, et que cette évaluation agrégée nous permette aussi d'avoir une vision de notre pays. Les systèmes scolaires dans le monde qui vont bien ont des systèmes de ce type, ont des mécanismes de ce type. Et sur ce point comme sur d'autres, on peut considérer que l'évaluation est clé pour faire progresser un système, parce qu'elle nous donne des repères objectifs pour le faire progresser. La philosophie du futur Conseil supérieur de l'évaluation, c'est une philosophie qui commence par l'auto-évaluation, donc la responsabilisation des acteurs. Et ce point-là me paraît crucial, avec du travail d'équipe localement. Donc l'idée, pour être très concret, si vous avez par exemple un collège, c'est que ce collège puisse déjà s'auto-évaluer. Cette auto-évaluation débouche donc sur un constat, avec forcément des forces et des faiblesses. Cette auto-évaluation est ensuite la base de l'arrivée d'une équipe extérieure, donc on est bien dans de l'évaluation externe, composée de personnes membres des corps d'inspection, mais aussi de personnalités autres. Et cette équipe d'évaluation va faire un travail d'évaluation collective. Et cette dimension d'équipe, aussi bien dans l'auto-évaluation que dans l'évaluation externe, me paraît déjà en soi un progrès très important. Et ceci permet d'avoir un portrait de l'établissement dans un sens très constructif, puisque l'objectif, c'est que l'établissement puisse élaborer son projet éducatif sur la base de ce portrait des forces et des faiblesses, et qu'ainsi, tous les 5 ans, l'évaluation permette de faire le point sur l'aboutissement du projet éducatif. Je pense que c'est très stimulant pour tout le monde, à commencer par, évidemment, les professeurs et les personnels de chacune des écoles et de chacun des établissements au service des élèves pour les faire progresser. Cette évaluation sera un levier de progrès sur l'ensemble des sujets que nous avons évoqués jusqu'à présent. Le sujet pédagogique, évidemment, si on regarde le niveau scolaire tout simplement des élèves, mais aussi la vie scolaire. Nous avons parlé de harcèlement, nous avons parlé de santé, nous avons parlé d'un ensemble des sujets de la vie scolaire au sens large. Eh bien, si demain, chaque établissement a un diagnostic de sa situation en matière de vie scolaire, cela va changer évidemment des choses au quotidien. Prenez le harcèlement. Si tout établissement de France sait qu'il y a une évaluation régulière qui commence par une auto-évaluation de ce qui est fait dans l'établissement en matière de harcèlement, c'est tout à fait différent que d'avoir une étude venue d'un organisme extérieur sur ce qui se passe en matière de harcèlement en France. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne dis pas que la deuxième chose n'est pas utile, mais la première est fondamentale. Et nous ne l'avons pas aujourd'hui. Parce que c'est l'impact sur les acteurs. Je vous vois douter, donc je me permets d'insister, parce que, si vous voulez, je pense que c'est totalement incontestable. C'est-à-dire que, encore une fois, la différence entre la première chose et la deuxième chose, c'est que dans le premier cas, vous êtes dans le collège X, y a-t-il ou non du harcèlement dans ce collège? Qu'est-ce qui est fait contre le harcèlement dans ce collège? Est-ce que les équipes sont mobilisées pour cela? Est-ce qu'elles ont été aidées par le rectorat pour cela? Ces questions-là, il est important de se les poser en interne et d'avoir ensuite un œil externe qui vous demande ce qu'il en est. Puis,
une fois que vous avez vu vos forces et vos faiblesses, vous établissez ce que vous allez faire dans les 5 ans qui viennent pour améliorer ça. C'est quand même pas la même chose que d'avoir un article dans un journal qui vous dit le CNESCO a dit hier ce qui se faisait en matière de harcèlement en France. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce que la deuxième chose n'a pas d'intérêt? Non, mais c'est autre chose. Et cette autre chose ne fait pas autant progresser un système éducatif que la première chose. Je pense que c'est très difficile de contester ce que je suis en train de vous dire parce que, encore une fois, je ne le fais pas dans une France qui serait seule sur la planète. Il y a des systèmes scolaires qui font ça et qui s'en trouvent bien et qui développent ainsi une culture de l'évaluation utile, constructive pour leurs élèves. Alors, je ne vais pas tout de suite aller sur d'autres sujets. Je sais qu'on pose ensuite la question de l'indépendance, de la qualité de l'ensemble. On va donc y venir. Je suis d'ailleurs très ouvert pour faire évoluer tout cela, parce qu'à mes yeux, encore une fois, le sujet n'est pas est-ce que c'est de l'évaluation interne ou externe. En réalité, c'est de l'évaluation et interne et externe à l'échelle de chaque établissement. Et à l'échelle du pays, c'est de l'évaluation objectivée avec des garanties qui pourront évidemment inclure le Parlement si on veut, mais ça c'est la discussion suivante. Je n'ai pas de grand problème avec cela. Ce qui me paraît important, c'est d'installer au cœur du système français un système d'évaluation qui concerne chaque école, chaque collège, chaque lycée, qui soit un levier de progrès pour chacun d'entre eux, et que, ce faisant, nous ne détruisions pas le CNESCO et ce qu'il a de positif, mais que nous le fassions évoluer dans le sens académique qui correspond à la nature des travaux qui ont été menés jusqu'à présent. Pour cela, j'ai un avis évidemment défavorable sur ces amendements de suppression. Alors, avant de donner la parole à ceux qui me l'ont demandé, je me tourne. Il est retiré, l'amendement 56, donc il nous en reste 2. Madame Laborde m'a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, nous n'avions pas mis d'amendement de suppression sur cet article. Je pense que c'était juste, j'oserais le dire, un oubli. Non, mais il faut dire les choses. Quand j'ai vu la liste, j'ai dit tiens, nous n'y sommes pas, ça doit être un oubli. Puisqu'après, nous avions fait des amendements de repli, puisqu'on se disait que peut-être cet amendement de suppression ne serait pas voté. Pour autant, que j'explique ce que je voulais vous dire, c'est que cette évaluation en interne est intéressante, bien sûr, l'auto-évaluation est importante et elle fera bouger les lignes. C'est-à-dire que les enseignants, les proviseurs, les directeurs ont un peu de mal à valoriser cette auto-évaluation parce que, vous le savez, Monsieur le Ministre, cela peut aussi donner une connotation, une mauvaise image sur l'établissement en question qui pourrait dire il y a du harcèlement. Alors on dit on fait ce qu'il faut pour l'éviter, mais il y en a. Donc les parents, au secours, fuyons et cherchons un autre établissement. On l'a vu, et je l'ai vu, lors de la commission d'enquête sur les valeurs de la République à l'école dont j'étais présidente, et je me suis rendu compte qu'entre ce que les uns disaient et les autres, il y avait une telle marge d'incidents cachés mis dans la cocotte avec un couvercle bien serré que moi je défends aussi, et c'est le aussi qui fait que je vous entends, en plus vous êtes très convaincant, mais malgré tout ce CNESCO avait sa légitimité. Vous nous parlez d'un certain nombre d'études qui seraient faites en interne, elles sont faites aussi par le CNESCO, et je pense que justement cet apport du CNESCO en tant qu'indépendant, etc., mais nous en parlerons plus tard, avait cet apport, vous parliez du journal, de médias, justement, ça a amené un sujet sur la place publique par un organisme indépendant qui permettait de prendre de façon plus posée, de moins personnelle, l'auto-évaluation dans les établissements. C'est pour ça que je suis un petit peu... voilà, j'ai pas été tout à fait convaincue, même si... voilà. Monsieur Grosperrin. Merci, Président, Monsieur le Ministre. Moi, je ne veux pas mettre une note sur le CNESCO, l'ADEP ou les différents types de conseils, mais je ne suis pas sûr, je ne remettrai pas en question la rigueur scientifique peut-être du CNESCO, mais je m'interroge quand même sur la constitution du CNESCO. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y a une vraie réflexion à avoir vis-à-vis de ça. Et il me semble que si j'avais à choisir, je choisirais peut-être plus l'ADEP, dans la mesure où c'est peut-être moins politique en tout cas. Ça me fait penser aussi au Conseil supérieur des programmes. Conseil supérieur des programmes, moi j'en faisais partie, je l'ai vite quitté parce que je me suis vite rendu compte
compte qu'à un moment donné, on était parti sur d'autres notions. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que vous ayez changé le conseiller supérieur des programmes, parce qu'on est dans des réflexions vraiment avec des neurobiologistes qui réfléchissent sur le comment on apprend, et c'est important. Sur le rôle de l'évaluation, il ne faut pas que vous preniez l'évaluation, que chacun prenne l'évaluation comme une sanction. C'est plutôt un processus chaque fois dynamique qui permet de donner des points de repère aux établissements, aux élèves, aux enseignants. Je crois que ça, c'est quelque chose d'important. Donc, je voudrais savoir quelle est la place qu'on pourrait avoir et qu'on pourrait mettre avec un changement de destination, pas de profession, mais des IPR ou des inspecteurs ou des IEN qui devraient jouer un rôle encore plus fort vis-à-vis des établissements scolaires pour leur permettre de s'améliorer. Et puis enfin, Monsieur le Ministre, faites attention qu'on ne fasse pas le reproche dans le nouveau conseil d'école, d'évaluation de l'école, et soyez très équilibrés et très prudents pour qu'à un moment donné, il y ait une représentation de l'ensemble des spécialistes, en quelque sorte, de l'éducation, pour pas que le reproche, en tout cas, que moi je peux faire au CNESCO ou à d'autres, au conseil supérieur des programmes, puisse se renouveler. Monsieur Ouzoulia. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Je pense qu'on a vraiment avancé dans la discussion. Et ce que vous avez dit et ce que je rejoins complètement, c'est que le CNESCO assurait une mission d'évaluation extérieure et systémique. Et c'est ce que mon collègue Grosperrin a traduit par politique. En effet, c'était une agence d'évaluation des politiques publiques en matière d'enseignement et d'éducation. Et ça, je pense qu'il faut le pérenniser. Ce que vous nous proposez par une chaire du CNAM, c'est quelque chose d'éminemment provisoire et qui ne peut pas être pérennisé parce que, vous le savez bien, et à cette place, Madame Vidal nous le répète très souvent, les universités, les établissements d'enseignement supérieur sont autonomes. C'est eux qui organisent leur enseignement et vous ne pourrez pas, année après année, obtenir du CNAM qu'il pérennise cette chaire. Donc, nous avons besoin de cet organisme extérieur d'évaluation systémique. J'ai compris votre souhait identique au mien, donc j'espère qu'on pourra se rejoindre un peu plus loin dans la discussion sur notre amendement 45 qui vise à confier ces missions à l'OPEX, parce que là, en l'occurrence, c'est un organisme interparlementaire, Assemblée nationale, Sénat, et ça offre une vraie garantie de pérennisation de cette évaluation des politiques publiques. Merci. Cartron. Oui, deux mots, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, parce que, bien évidemment, j'ai été membre de ce CNESCO depuis sa création et j'ai beaucoup participé à ses travaux. Donc, je peux dire que ces travaux étaient des travaux de grande qualité, avec un vrai débat par rapport au choix des sujets qui allaient être traités. Et puis, il y a eu une première évaluation de fait des travaux du CNESCO qui a été faite par le député Durand, qui était chargé d'évaluer la mise en place de la loi de refondation de l'école. Et les propos, vous l'avez dit de manière très apaisée, Monsieur le Ministre, l'évaluation faite par le député Durand est une évaluation qui était extrêmement critique par rapport au fonctionnement et à la réalité de l'apport du CNESCO. Donc, quand il y a eu cette évaluation, j'ai bien senti, et je crois que l'équipe du CNESCO l'a senti, qu'il y avait derrière une fragilisation, qu'il y avait même une atteinte par rapport à la crédibilité du CNESCO. Et donc aujourd'hui, bien évidemment, la réponse que vous apportez, Monsieur le Ministre, d'évolution et de transformation du CNESCO, m'apparaît être la réponse qui s'inscrit dans cette démarche qui avait eu d'évaluation très critique. Donc on ne perd pas de vue la nécessité d'évaluation, on ne perd pas de vue la nécessité donc pour le système scolaire et pour nos politiques éducatives, mais on fait évoluer cette structure qui avait été imaginée, puisque de l'avis même d'un éminent député, elle ne remplissait pas totalement ses missions. Madame Préville, maintenant. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues.
Je voudrais réagir par rapport à vos propos, Monsieur le Ministre, et je m'interroge sur ce que vous avez expliqué tout à l'heure sur l'évaluation interne. J'ai été moi-même jusqu'en juin 2017 professeur en collège, et donc j'ai vécu pendant des années des projets d'établissement avec établissement des axes et des propriétés, des réunions très longues qui certes nous permettaient de réfléchir. Les professeurs sont de bonne volonté, ils sont bien conscients des problèmes et se sont penchés sur toutes ces problématiques-là déjà. Donc je me demande ce que cela va apporter en plus, puisque ce sont des mécanismes qui existent déjà. Comme d'ailleurs ce dont on discutait ce matin par rapport aux établissements publics locaux des savoirs fondamentaux, puisque vous avez mis en avant, et je n'avais pas pu m'exprimer à ce moment-là parce que j'étais déjà intervenue, sur la liaison CM2 6e ou disons cours moyen 6e. Cela existe déjà. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de la part des écoles primaires et des collèges, avec le fait que les CM2 viennent en visite dans les collèges, que le premier jour de rentrée leur est consacré entièrement, qu'il y a tellement de choses qui sont faites que ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est plutôt que les 6e sont très à l'aise très rapidement et que ce sont des classes qui posent des problèmes de discipline après. Voilà, donc je voulais juste intervenir pour ça. Après, je ne connais pas tout et je ne vois pas tout ce que vous mettez derrière, mais c'était pour vous dire, voilà, déjà ça. Je vous remercie. Alors, je vous informe que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la Commission sur les amendements 154 et 280. Je vous rappelle que nous avons un double avis défavorable Commission-Gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 111 sur les amendements identiques 154 et 280 rectifiés bis, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, suffrages exprimés 341, pour l'adoption 111, contre 230. Le Sénat n'a pas adopté 7 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Commençons par le 302 rectifié. Madame Monnier, Madame Robert. Madame Robert. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement tend à préciser les modalités de saisine du futur Conseil de l'évaluation de l'école, soit par autosaisine, soit par les ministres compétents, soit par les commissions compétentes des deux assemblées. Merci. Le 155 est défendu, Monsieur Ouzoulia. Vous me l'aviez dit. Oui, le 340 rectifié. Madame Robert. Défendu. Défendu. Le 303 rectifié. Madame Préville. Non. Oui. 303 rectifié. Défendu. Madame Robert. Oui. 430 rectifié. Madame Laborde. Excusez-moi, comme c'était encore allumé le page, alors que le CNESCO a actuellement la mission de réaliser ou de faire réaliser des évaluations de l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire, il ne nous semble pas souhaitable que le nouveau Conseil de l'évaluation scolaire ne dispose plus de cette compétence de recherche et d'évaluation, alors même que nous avons besoin de repères précis sur notre système. Donc, malgré toutes nos réserves sur la suppression de la dimension de recherche, nous sommes totalement favorables à minima à ce que la mission du nouveau CE, chargé du pilotage de l'évaluation des établissements, ait aussi la possibilité de faire réaliser. Je vous remercie. 382 rectifié bis, Madame Cartron. Oui, il s'agit de fixer une mission parmi toutes les missions qu'aura ce nouveau Conseil, c'est-à-dire faire de l'évaluation de la mixité sociale dans chaque établissement une constante dans ses travaux réalisés tant au niveau national, puisque aujourd'hui nous n'avons pas une statistique très fiable par rapport à cette problématique. Et le 71 rectifié bis ne sera pas défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission sur ces 6 amendements qui restent en discussion commune. Sur l'amendement 302 qui demande de préciser la capacité d'autosaisine du CE, je pense que c'est une précision inutile. Le corollaire de l'indépendance du CE fait qu'il peut s'autosaisir.
et qui peut être saisi par le ministre de l'Éducation nationale ou par d'autres membres du gouvernement. S'agissant de la saisine par les commissions compétentes des deux assemblées, votre amendement est aussi satisfait par l'alinéa 11 inséré par la commission. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Concernant l'amendement de Madame Brulin, le 155, défendu par Monsieur Ouzoulias, cet amendement revoit les missions du Conseil de l'évaluation de l'école et en particulier supprime l'évaluation des établissements scolaires, qui pour moi est l'un des principaux acquis de cet article. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Concernant l'amendement 340, vous proposez parmi les évaluations supervisées par le CNESCO que figure la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'enseignement scolaire. Les inégalités entre les sexes au sein de l'école font déjà l'objet d'évaluation de la part du ministère et la DEPP publie un bilan chaque année à ce sujet le 8 mars. Il est donc satisfait par le droit proposé. Demande de retrait ou défavorable. Concernant l'amendement 303 de Madame Lepage, vous proposez d'intégrer la disposition qu'a supprimé la commission, prévoyant que le CE réalise lui-même des évaluations. Cela ne semble pas réaliste compte tenu de sa vocation et de sa composition. En revanche, le CE pourra et devra commander des évaluations externes. Remarquez qu'il s'agit du mode de fonctionnement actuel du CNESCO, auquel vous vous êtes tant attaché. Le CNESCO fait réaliser des évaluations scientifiques dont il ne fait lui-même que la synthèse. Donc, demande de retrait ou avis défavorable. Et même chose pour l'amendement 430. Pour l'amendement 382, cet amendement intègre la mesure de la mixité sociale des établissements dans tous les stades de l'évaluation. Il est en grande partie satisfait par le droit existant. Un indice de position sociale des élèves établi par la DEPP permet de mesurer la composition sociale des classes des établissements. Les éléments sont pleinement pris en compte dans les évaluations des établissements. Quant à la communication au CDEN, cette disposition ne me paraît pas nécessaire dans la mesure où leur réforme est prévue par le ministre. Demande de retrait ou défavorable. Et le dernier amendement n'ayant pas été défendu. Non, il n'a pas été soutenu, monsieur le rapporteur. Voilà. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, identique. Alors, mes chers collègues, vous avez des demandes de retrait. Je vous informe que je suis saisi de 6 demandes de scrutin public. Donc, je vais quand même balayer les amendements pour savoir s'ils sont maintenus. Le 302 rectifié, il est retiré. Le 155, monsieur Ouzoulias ou madame Brulin, il est retiré. Le 340 rectifié, Madame Monnier ou Madame Robert, Madame Préville, il est maintenu. Alors, je vous informe que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public sur cet amendement, numéro 340, avec 2 avis défavorables. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Je vous en prie alors, donnez votre explication de vote. Non mais vous m'avez... Je suis allé trop vite, je vous l'accorde. D'accord. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Nous avons encore beaucoup à faire en faveur de l'égalité femmes-hommes, vous en conviendrez, et cela va mieux en le disant. Le présent amendement 340 vise à s'assurer du caractère transversal et intégré de la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'enseignement scolaire via l'émission du Conseil d'évaluation de l'école. L'évaluation n'est pas qu'un outil formel de contrôle des connaissances, elle s'exerce tout au long des enseignements et des contenus pédagogiques. Si elle vise bien sûr à vérifier que les référentiels de compétences sont bien acquis, elle s'assure également de la qualité de la transmission afin d'adapter les contenus au quotidien et aux élèves. L'égalité entre les femmes et les hommes fait partie des valeurs qui doivent être transmises par l'école de la République. Cette volonté pédagogique étant relativement récente, il est difficile d'en quantifier les résultats concrets. Afin de renforcer l'effectivité de cette transmission, le présent amendement intègre aux missions du Conseil d'évaluation de l'école le suivi de la transmission de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Je vous remercie. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Non. Alors, j'en reviens à mon scrutin public sur cet amendement 340 avec 2 avis défavorables. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin numéro 112 sur l'amendement 340 rectifié, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 340, suffrages exprimés 318, pour l'adoption 89, contre 229. Le Sénat n'a pas adopté. J'en viens au 303 rectifié. Il est maintenu. Il est retiré. Merci. Le 430 rectifié, Madame Laborde. Il est retiré puisque je pense qu'il y a une partie des choses qui sont
j'allais dire, j'ai un trou là, je manque de vocabulaire, excusez-moi. Satisfaite, voilà. Merci. Et le reste, ça viendra avec la composition de ce conseil qui veillera à ce que les choses soient réalisées ou faites réaliser. Voilà. Merci. Le 382 rectifié bis, Madame Cartron. Il est retiré. Je vous en remercie. Nous en venons à l'amendement 262 rectifié. Qui va le présenter? Madame de Romédy. Merci Monsieur le Président. Inspiré par les travaux du CEC, cet amendement vise à compléter les dispositions relatives au futur Conseil d'évaluation de l'école pour en faire l'instance produisant la politique d'évaluation de l'éducation nationale. Avec pas moins de 4 entités en charge de cette politique, la fonction d'évaluation apparaît dispersée, voire éclatée. Cela contribue à la faiblesse de la diffusion des rapports et des études du ministère et au faible impact de cette production qui est pourtant d'une grande qualité. S'il était adopté, cet amendement permettrait de parachever le renforcement de la fonction d'évaluation prévue par l'article 9. Le Conseil d'évaluation de l'école deviendrait ainsi le pilote de la politique d'évaluation du ministère qui serait animé par les services compétents et ce qui résultera de la fusion des inspections générales. Je vous remercie, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. C'est une demande de retrait. Cet amendement confie à la nouvelle instance d'ambition de coordination de l'activité du service du ministère de l'Éducation nationale en établissant leur programme d'évaluation. Je comprends son intention, mais dans les faits, vos dispositions resteront lettres mortes. Monsieur le ministre, même avis. Il est retiré, chers collègues. Il est retiré. Le 53 rectifié, Madame de Romédy. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Il est retiré. 4 amendements et un sous-amendement en discussion commune. Le 156 rectifié, Monsieur Ouzoulia. Il est retiré. Le 304 rectifié, Madame Robert. Oui, en fait, cet amendement calque la composition du Conseil de l'évaluation de l'école sur celle du CNESCO. On ne va pas parler d'indépendance ou même si je suis totalement attentive au fait que notre rapporteur et la Commission a revu la composition et le mode de désignation des membres de ce nouveau Conseil. Il nous semble qu'il faudrait aller plus loin et le modèle du CNESCO nous paraissait garant de cette indépendance. Merci. Vient l'amendement du gouvernement et le sous-amendement derrière ne sera pas défendu. Monsieur le ministre, sur le 415 rectifié. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc la composition du Conseil d'évaluation de l'école est un des sujets relatifs à ce Conseil. Je souscris aux modifications apportées en commission visant à garantir la pleine indépendance du futur Conseil d'évaluation de l'école, parmi lesquelles la capacité des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat à le saisir, ainsi que celle relative à la composition et aux modalités de nomination de ses membres. Donc l'amendement que je vous présente a pour objectif d'apporter des garanties supplémentaires d'indépendance au futur Conseil en modifiant sa composition et les modalités de nomination de ses membres, tout en veillant à un équilibre entre autorités de proposition et de nomination des différents collèges, afin que, comme le faisait remarquer la Cour des comptes, le ministère de l'Éducation puisse être totalement responsabilisé sur cet enjeu majeur par son implication au cœur de l'instance. Nous sommes donc, je crois, à la croisée et des recommandations de la Cour des comptes et des débats qui ont eu lieu aussi bien à l'Assemblée nationale qu'en commission au Sénat. Je reprends donc plusieurs propositions de Monsieur le rapporteur. Tout d'abord, le président de l'instance sera nommé par le président de la République. En outre, le rôle du Premier ministre, garant du caractère interministériel du Conseil d'évaluation de l'école, est renforcé dans la désignation des personnalités qualifiées. Les 6 personnalités qualifiées seront en effet nommées par le Premier ministre sur désignation de personnalités extérieures au ministère pour la moitié d'entre elles, c'est-à-dire par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat et par le chancelier de l'Institut de France. Les 3 autres personnalités seront proposées au Premier ministre par le ministre chargé de l'Éducation nationale. Toujours dans le souci de garantir une plus grande indépendance à l'égard du ministère de l'Éducation nationale, il est prévu que l'une des 3 personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale, soit de nationalité étrangère. Enfin, comme proposé par Monsieur le rapporteur, le mandat du président de l'instance et des 6 personnalités qualifiées sera fixé à 6 ans. De la sorte, le Parlement sera à l'origine de la désignation de 6 des 12 membres du futur Conseil. En effet, outre cette proposition pour 2 des 6 personnalités qualifiées, le nombre de parlementaires n'est pas modifié par rapport à votre proposition
et donc le Conseil bénéficierait de la présence de 2 sénateurs et de 2 députés. La pleine association du Parlement aux travaux du Conseil sera ainsi garantie. Enfin, comme l'a proposé Monsieur le rapporteur, le nombre de représentants du ministre de l'Éducation nationale est ramené à 2 représentants, au lieu de 4 dans le projet initial. Il s'agirait du chef du service de l'inspection générale, et je signale au passage que nous faisons en parallèle une réforme importante de l'inspection générale, puisque nous fusionnons l'inspection générale de l'Éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de l'enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que l'inspection générale de la jeunesse et des sports et celle des bibliothèques. Donc le chef de service de cette future inspection générale est le directeur du service statistique ministériel. Il est donc de l'ADEP dont nous avons parlé. Il est à relever que les statuts de ces 2 organismes, c'est-à-dire la future inspection générale issue de la fusion dont je viens de parler, ainsi que l'ADEP, leur assurent une véritable indépendance. Voilà, mesdames et messieurs les sénateurs, la nature de la composition du futur Conseil que je vous propose. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, Monsieur le rapporteur, pouvez-vous nous présenter le 496 et nous donner l'avis de la Commission sur les 2 précédents? Bien sûr, Monsieur le Président. Cet amendement soumet la désignation des personnalités qualifiées par les présidents des assemblées à l'avis préalable de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Sur l'amendement numéro 304 de Madame Lepage, cet amendement revoit la composition du CE pour l'aligner sur celle du CNESCO. Je pense que vous avez, mes chers collègues, remarqué à cette occasion que cette dernière présente moins de garanties d'indépendance, puisque la majorité de ses membres, 8 sur 14, seraient nommés par le gouvernement. La composition prévue par la Commission est à cet égard plus équilibrée, donc ce sera une demande de retrait ou un avis défavorable. Par rapport à la proposition de Monsieur le Ministre, qui a beaucoup cité le rapporteur et je l'en remercie, incontestablement, il y a des progrès par rapport au projet de loi initial et je m'en réjouis, comme quoi le débat fait avancer les choses. J'ai cependant quelque chose qui m'amène à proposer au nom de la Commission un avis défavorable, c'est qu'il soumet le pouvoir de nomination des présidents des assemblées parlementaires au Premier ministre, en prévoyant que celui-ci nomme sur proposition des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ce qui me semble aller à l'encontre des usages, comme de la séparation des pouvoirs. Enfin, mais c'est subalterne, il ne me paraît pas nécessaire de désigner avec une telle précision quels seront les représentants du ministre de l'Éducation nationale. Donc, je suis obligé de proposer au nom de la Commission un avis défavorable, même si je note que votre proposition allait par ailleurs dans le bon sens. Et puis, Monsieur le Président, je vous signale qu'en application de l'article 44 du règlement, je demande une priorité de vote sur l'amendement 496. Alors, on va d'abord demander l'avis du gouvernement sur les 2 amendements. Le 304 rectifié. Merci, Monsieur le Président. L'amendement 304 tend en fait à calquer la composition du Conseil de l'évaluation de l'école sur celle du CNESCO. J'émets donc un avis défavorable. Sur l'amendement 496 du rapporteur, il précise la composition du Conseil que justement l'amendement du gouvernement propose de modifier. Donc par cohérence avec ce que j'ai dit précédemment, je donnerai un avis défavorable, même si je salue la place renforcée des commissions culture et éducation dans votre proposition. Et puis, Monsieur le rapporteur, par rapport à ce que vous venez de dire, vous avez parlé des usages, mais il y a des précédents du modèle que je propose, puisque le Conseil supérieur de l'immobilier, par exemple, est composé de personnes proposées par le président du Sénat et de l'Assemblée nationale et nommées par le Premier ministre. Encore une fois, il ne s'agit pas de nommer des sénateurs ou des députés, mais des personnes proposées par les présidents des 2 assemblées. Et donc, on serait tout à fait conforme aux usages si on suivait ce que je vous propose. Merci. Je suis donc saisi d'une demande de priorité de la Commission sur l'amendement numéro 496 afin qu'il soit mis aux voix avant les 2 autres amendements en discussion. Selon l'article 44, alinéa 6 de notre règlement, la priorité est de droit quand elle est demandée par la Commission saisie au fond, sauf opposition du gouvernement. Monsieur le ministre, quel est l'avis du gouvernement? Pas d'opposition. Eh bien, la priorité est ordonnée. Donc, nous sommes sur le 496 des explications de vote. Je n'en vois pas. Avis défavorable du gouvernement. Qui vote pour? Qui vote pour? Qui vote contre?
Il est adopté. Les deux autres amendements tombent. Je mets aux voix l'article 9. Est-ce qu'il y avait des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vous informe que j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par la commission. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 de notre règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 113 sur l'article 9. Compte tenu des délégations de l'ensemble des votes accordés par les sénateurs groupes politiques et notifiés à la présidence, nombre de votants 339, exprimés 339, pour l'adoption 228, contre 111. Le Sénat a adopté. Je suis saisi de l'amendement numéro 162, groupe communiste, Madame Brulin. Eh bien, moi, désolé, Monsieur le Ministre, mais je ne suis pas convaincue parce que, au-delà, effectivement, du coût du papier à lettres, quand même, ces changements. Alors, en préalable, je voudrais dire que nous sommes évidemment favorables à un référentiel national pour la formation des enseignants, et c'est important de le dire, à condition, si je peux m'exprimer ainsi, que ce référentiel national ne se cantonne pas et ne se résume pas ou ne se réduise pas sur uniquement les savoirs fondamentaux, parce que nous sommes attachés au fait que, bien sûr, nos enfants sachent lire, compter, respecter autrui, mais qu'il y a besoin de former des citoyens du XXIe siècle et que ça va donc au-delà de ces savoirs dits fondamentaux. Et puis, au-delà, il nous semble que ces dernières années, la formation des enseignants a quand même été extrêmement bousculée dans tous les sens et que ça contribue, on a des débats depuis quelques jours sur, en quelque sorte, l'autorité du monde enseignant. Et je crois que de bousculer ainsi, aux yeux de l'opinion publique, sans cesse, ces aspects-là ne conduit pas à leur donner toute l'autorité qu'ils méritent et à asseoir cette profession. Et donc, nous ne sommes absolument pas favorables à ce énième changement. Rapporteur, s'il vous plaît. Donc, Madame Brulin, je ne reprends pas ce que j'ai dit sur le retour au nom des SP. En revanche, vous abordez la question de la suppression du référentiel des formations. Notre commission est favorable, au contraire, à l'instauration d'un référentiel de formation pour assurer une formation homogène, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, formation homogène des professeurs sur l'ensemble du territoire national, quel que soit l'aspect de formation. Et ce référentiel, n'est-ce pas, mes chers collègues, avait été suggéré par un certain rapport Brisson-Laborde sur le métier d'enseignant. Donc, c'est un avis défavorable. Même avis. Il est maintenu, Madame Brulin? Oui, il est maintenu. Pas d'explication de vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 29 ne sera pas soutenu. 342 rectifié. Madame Monnier, il est défendu. Monsieur le rapporteur. Ah non, pas même avis. Ah, même avis que le précédent. Même commentaire et avis défavorable. D'accord, Monsieur le ministre. Même avis. Il est maintenu. Il est maintenu. Je le mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. L'article 10, pas d'explication de vote. Je mets aux voix. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 12, terre, l'amendement... Ah, j'ai une demande de parole. Pardon, Madame Préville s'est inscrite. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Puisqu'il s'agit là de la formation des enseignants, je voulais attirer votre vigilance, Monsieur le Ministre. Rappelez que ce qui fait la force, l'efficacité d'un professeur, c'est sa personnalité, et ceci, ne jamais l'oublier. Bien sûr, on peut essayer de tout cadrer et de faire des têtes bien pleines, mais il faut plutôt, nous le savons, des têtes bien faites. J'insiste, les futurs professeurs doivent être des personnes solides, fortes de la foi de transmettre vraiment, car au bout du compte, un professeur est seul face à ses élèves pour la grande majorité de son temps. Il faut qu'il y soit préparé. Si être professeur, c'est exercer le plus beau métier du monde, c'est aussi un métier prenant, difficile nerveusement, les enfants d'aujourd'hui étant ce qu'ils sont, et particulièrement en collège. Les enseignants doivent compter sur eux-mêmes d'abord, le savoir, et croire en eux, puiser en eux par la force de leur connaissance, de leur conviction et de leur envie de transmettre, par l'inventivité et l'adaptabilité qu'ils mettront en œuvre comme naturellement, ne pas être dans des dogmes, mais réfléchir toujours, le savoir dès le départ, être fort de ce qu'ils sont
et de ce qu'ils sont intrinsèquement, c'est-à-dire habités en somme. On en impose par ce qu'on est, par ce qu'on porte, par enfin la bienveillance envers les élèves qu'on va manifester et les élèves vont le recevoir et compter là-dessus. C'est important puisqu'au bout du compte, c'est la réussite des élèves qui est en jeu. Je voulais juste donc attirer votre attention sur le fait qu'avec les problèmes de recrutement qu'on peut avoir, il faut absolument que dans la formation des professeurs, leur soit bien dit, je ne sais pas de quelle manière, mais qu'ils devront être ces personnes-là, des personnes fortes. Je vous remercie. Madame Cartron nous présentera, j'imagine, le 380 rectifié bis. Tout à fait. Donc cet amendement s'applique à l'alinéa 2 qui précise qu'au cours des 3 années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. Et afin de compléter cette formation initiale pour les enseignants qui sont nommés en particulier dans les territoires que l'on peut qualifier d'un peu difficiles, il y a parfois des enseignants qui se trouvent très démunis par un manque de connaissance de la spécificité de ces territoires, de la spécificité de ces publics. Et il me semble que dans ces 3 années qui suivent justement leur nomination, si on veut aussi les aider à bien s'intégrer et à rester, qu'il n'y ait pas ce turnover, c'est les sensibiliser dans ces actions de formation dont ils bénéficieront à justement toutes ces problématiques particulières que peut-être ils n'ont pas abordées dans leur formation initiale. Porteur, quel est l'avis de la Commission ? Permettez d'abord de dire, Monsieur le Président, que j'apprécie beaucoup la tenue de nos débats sur la formation des professeurs, et c'est important. C'est un métier difficile qui s'apprend dans la durée, dans lequel on entre progressivement, et je voudrais me féliciter de ces débats. Et je crois que ce que vous proposez, Madame Carton, on va vraiment dans le bon sens. Moi, je crois beaucoup à une formation initiale continuée qui s'inscrit dans la durée. On ne peut pas tout apprendre à l'ESP avant la titularisation. Il faut d'ailleurs prendre garde à ne pas trop charger la barque de cette formation initiale sous peine d'éparpillement et de dispersion. Et donc, comme le propose l'amendement de Mme Cartron, il faut aussi que les nouveaux titulaires aient une formation aux enjeux spécifiques de leur territoire. Ça rejoint d'ailleurs largement ce que disait Mme Assassi tout à l'heure. Donc, un avis favorable à l'amendement de Mme Cartron. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souscris au contenu de cet amendement et à son esprit. Simplement, nous avons en quelque sorte anticipé sur cet amendement, puisque dans le cadre des discussions qui ont lieu avec les organisations syndicales, avec l'ensemble des partenaires, le référentiel de formation va prévoir que 10% du temps soit pour les spécificités du territoire et de l'ESP. Donc pour cette raison, il me semble superfétatoire de l'inscrire dans la loi. Donc c'est pour cette raison que j'aurais tendance à demander le retrait, mais avec une vigueur relative. Alors, Madame Cartron, que faites-vous ? La vigueur étant toute relative, je ne voudrais pas brusquer Monsieur le Ministre. Non, je vais le maintenir, pardon. Alors, il est maintenu avec un avis favorable de la Commission. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 12 ter. Pas d'explication de vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je peux mettre aux voix l'article 13. Pas d'explication de vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. À l'article 14, Monsieur Antiste a demandé la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Cet article vise à modifier le recrutement des assistants d'éducation. Il devrait permettre aux étudiants qui se destinent à être enseignants de découvrir et d'apprendre progressivement et sans pression ce métier, en leur permettant de cumuler une rémunération et une bourse d'études. Par ce biais, l'objectif est, d'une part, de renforcer l'attractivité du métier d'enseignant à travers une accession plus aisée des jeunes issus des classes populaires à une carrière de professeur, et d'autre part, de permettre aux enseignants en devenir d'acquérir des compétences pédagogiques pratiques. Néanmoins, vous le comprendrez aisément, Monsieur le Ministre, plusieurs collègues et moi-même avons un certain nombre de questionnements sur ce nouveau mode de recrutement. Ainsi, les assistants d'éducation se verraient octroyer un salaire compris
entre 893 et 980 € par mois dès leur deuxième année de licence, à condition de préparer les concours de professeurs des écoles, de collèges ou de lycées. Mais est-ce un salaire brut ou un salaire net? Comment peut-on légitimement penser qu'il leur sera possible de préparer la classe, ce qui prend énormément de temps, de continuer à suivre leurs études et de préparer les concours? Est-il prévu ou envisageable un accompagnement accru pour ces jeunes enseignants inexpérimentés sur le modèle d'un binôme de tutelle volontaire? Enfin, pouvez-vous certifier devant cette haute assemblée que ce mode de pré-recrutement n'a pas vocation à court ou moyen terme à pallier à coût réduit les difficultés de recrutement et de remplacement des enseignants, ce qui risquerait d'accélérer la dévalorisation des vocations éducatives? Je vous remercie. En 282 rectifié, Madame Monnier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Donc, cet article dispose que les assistants d'éducation inscrits dans un établissement préparant un concours du professorat ou des personnels d'éducation pourront progressivement exercer des fonctions pédagogiques d'enseignement ou d'éducation. C'est cette activité progressive qui pourra donc concerner l'enseignement comme les fonctions de CPE ou d'employés au CDI, voire de psychologues de l'éducation nationale. Je connais les difficultés à pourvoir à certains postes dans certaines disciplines déficitaires, comme l'allemand, les maths, les lettres classiques, disciplines pour lesquelles le recours au contractuel est à l'heure actuelle massif. Ce dispositif, s'il était bien encadré, pourrait permettre aux jeunes de se préparer au métier d'enseignant et éventuellement être source d'attractivité pour la carrière. Mais il faut être très prudent, on l'a dit, se retrouver face à une classe tout seul, c'est très dur. Surtout quand on va, comme vous l'avez suggéré, le faire dès le niveau L2, juste 2 ans après le bac. Donc, est-ce que c'est pas pour vous, je sais que vous n'aimez pas, mais je vous le redis, une vision comptable du système et pas vraiment l'intérêt des élèves et du professeur qui est pris en compte? Parce que les assistants d'éducation ainsi employés, donc, seraient peut-être devant les élèves sans avoir reçu la formation adéquate, ni avoir passé de concours. Donc on peut ainsi légitimement s'interroger sur le sort de ceux qui auront commencé à enseigner en tant qu'AE et qui par la suite ne seraient pas reçus au concours. Ils constitueront par ailleurs une main-d'œuvre bon marché, puisqu'ils vont avoir les mêmes fonctions qu'un enseignant, mais pas le même salaire, ni le même statut. On a évoqué des indemnités complémentaires au traitement d'AE, dérisoire. Enfin, j'aimerais que vous me confirmiez un peu tout cela, Monsieur le Ministre. Merci. Voilà aussi un sujet sur lequel s'est dit beaucoup de choses et sur lequel il faut certainement mettre un certain nombre de choses au point à l'occasion de ces débats au Sénat. Dans notre rapport sur le métier d'enseignant avec François Laborde, nous avions appelé de nos voeux une politique de pré-recrutement des futurs professeurs, ce qui nous semble nécessaire pour certaines académies ou pour certaines disciplines déficitaires, puisqu'il nous semble aussi nécessaire pour rentrer progressivement dans le métier, pour être dans une pré-professionnalisation et passer progressivement de la formation théorique à des formations de terrain et à l'enseignement. Donc c'est largement ce que propose l'article 14 en ouvrant le statut des assistants d'éducation à des jeunes prioritairement boursiers qui s'engageront dans un nécessaire parcours de pré-professionnalisation dès leur deuxième année de licence. Donc, je ne souhaite pas, la Commission ne souhaite pas la suppression de cet article 14. Je partage néanmoins certaines des inquiétudes et des auteurs de l'amendement et qui ont pu aussi s'être exprimées par ailleurs. Le dispositif, Monsieur le Ministre, et je ne dis pas que c'est votre intention, ne doit pas être dévoyé pour assurer, par exemple, des remplacements par des jeunes en voie de pré-professionnalisation. C'est un bon dispositif, mais on attend de votre part que vous rassuriez, vous l'avez déjà fait, mais le faire au Sénat aura toute son importance. Donc, avis défavorable à l'amendement 282. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. De nouveau, nous sommes en présence d'une des dispositions importantes de la loi, donc qui mérite la discussion que nous sommes en train d'avoir.
J'ai eu l'occasion dans mon discours liminaire de dire à quel point c'était, à mes yeux, une avancée essentielle. J'ai eu l'occasion de dire que c'est une des dispositions dont je suis le plus fier. Et je le dis en présence du directeur général des ressources humaines du ministère qui est présent. J'en profite pour lui dire mes remerciements sur le travail qui a été fait, parce qu'il faut que vous sachiez que ce qui vous est présenté là est le résultat de travaux et de concertations qui ont eu lieu tout au long de l'année 2018. Et ce qui d'ailleurs contrevient à ce qu'on entend souvent sur le fait que les choses seraient sorties ainsi sans discussion préalable. Là, c'est un travail très collectif qui a été fait. Dans quel esprit et à quelle fin a-t-il été fait ? S'agissant de l'esprit, j'assume tout à fait la référence à la très belle tradition républicaine qu'ont été les IPES dans le passé et qui permettaient en effet de donner une rémunération à des futurs professeurs. Et nous savons que ça avait 1000 vertus pour le système scolaire, d'abord d'un point de vue social, pour les personnes concernées, mais aussi pour le système lui-même, puisque ça permettait justement d'attirer les vocations. Ce système a été abandonné il y a plusieurs décennies. D'une certaine façon, nous le faisons revivre de façon renouvelée par ce dispositif que nous appelons pré-professionnalisation et qui permet en effet de proposer dès la rentrée prochaine à des étudiants de deuxième année une rémunération légèrement supérieure à 700 € net, monsieur le sénateur, cumulable avec une bourse, ce qui pour certains étudiants permettra d'aller vers 900 000 €. Je vous le dis très franchement, si j'étais un étudiant de première année en ce mois de mai 2019, je sauterais à pieds joints sur cette opportunité, me permettant dès septembre prochain d'aller vers cette vocation de professeur et de pouvoir avoir une autonomie, puisque cette rémunération est quand même substantielle. En contrepartie, on doit faire 8 heures en établissement. Dès le début, on a un tuteur, donc on n'est pas livré à soi-même. Et bien entendu, je le redis, mais vous avez raison, monsieur le rapporteur, disons-le solennellement dans cet hémicycle, je le redis, il ne s'agit pas, lorsqu'on arrive en L2 ainsi, de remplacer des professeurs. Il n'en a jamais été question. Et si vous voulez, c'est une des illustrations de la façon dont le débat a été brouillé par toute une série de commentateurs qui aiment bien brouiller ce genre de message. On est parti de quelque chose de très positif, d'assez consensuel avec les organisations syndicales, pour être ensuite présenté comme quelque chose de précaire. J'ai parfois lu, par exemple, qu'on voulait donner 250 €. Il n'en a jamais été question. Et immédiatement, on a dit aussi que c'était pour remplacer les professeurs, ce qui n'est pas exact. Donc, on entretient les gens dans des idées fausses, alors même qu'il n'a jamais été question de cela. Et donc, je voudrais vraiment le dire très solennellement, c'est un énorme progrès social qu'on a essayé de dépeindre en régression. Il s'agit donc de nouveau d'avoir des vertus sociales, donc d'avoir un élargissement sociologique du vivier de nos futurs professeurs, alors que nous savons tous que la mastérisation a eu comme effet pervers de restreindre cet éventail sociologique, donc c'est quand même un point très important. Et puis deuxièmement, d'avoir une véritable politique du vivier pour le système scolaire, parce que ce système de pré-professionnalisation, nous le dirigerons notamment vers les domaines où nous en avons le plus besoin. Donc s'agissant du premier degré, ce sera une approche assez géographique, parce que nous savons que c'est notamment les académies de la région parisienne ou des académies comme celle des Hauts-de-France qui ont besoin de ce volontarisme de notre part pour le premier degré. Et s'agissant du second degré, ce ciblage se fera notamment vis-à-vis des disciplines en souffrance. Nous savons par exemple que les mathématiques, les sciences, certaines langues vivantes nécessitent ce volontarisme. Donc ce sera aussi un outil pour élargir notre vivier. J'y crois beaucoup, vous le voyez bien, et cette disposition est donc, à mes yeux, essentielle. Elle va permettre donc à des étudiants de se diriger progressivement vers une carrière et de prendre progressivement des responsabilités. Donc s'ils devaient exercer en classe, ce serait en M1, et ce serait avec leur tuteur en supervision. Ça n'est pas fait pour avoir des ressources humaines de remplacement, c'est fait pour progressivement mettre en responsabilité. Je rappelle d'abord que de nombreux professeurs encore en poste ont eu le niveau licence avant d'avoir leur concours, et donc être en M1, ce n'est pas indigne pour prendre une classe. Deuxièmement, qu'il y a la supervision du tuteur. Troisièmement, que cela existe déjà en réalité, mais à petite échelle, avec le système d'apprentissage qui a été intéressant après la loi de 2013, mais qui n'a pas pu pleinement se développer parce qu'il n'a pas rencontré de candidats, alors même que aujourd'hui, notre dispositif, nous le savons, rencontre déjà un certain intérêt auprès des universités. Cette
cette réalité-là, c'est-à-dire le fait que des étudiants actuellement en apprentissage, en MEF, Master 1, sont en classe, n'a jamais choqué personne et est très favorable pour ces étudiants qui, par ailleurs, réussissent à 90% les concours, ce qui relativise le problème que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, d'une certaine façon, c'est une amplification de ce qui a déjà été expérimenté. C'est aussi des retrouvailles avec quelque chose qui a bien réussi à l'École de la République dans le passé. Mais c'est aussi une modernisation de ce dispositif. C'est profondément social, c'est profondément pédagogique. Ça prépare progressivement à être professeur. C'est donc une magnifique mesure. Parfois, sur d'autres mesures, on voit bien les arguments pour et les arguments contre. Et bien sûr, si je les défends, c'est que le pour est supérieur au contre à mes yeux. Mais là, je le vois sans que du pour. Et donc, je le défends ardemment, vous le voyez, parce que c'est typiquement un sujet de progrès que contient cette loi. Je vous remercie. Merci. Madame Préville a demandé la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, je vais intervenir parce que je suis moi-même une élève professeure, IPES. Donc, j'avais eu ce concours par admissibilité à Normal Sup à l'époque. Mais autant je trouve louable qu'on revienne, mais les conditions n'étaient quand même pas les mêmes, puisqu'on était payé au niveau du salaire d'un professeur débutant, ce qui correspond à 1 400 €, qu'on n'avait aucune obligation, on n'avait aucune contrainte, c'était juste pour faire les études jusqu'au CAPES, et c'est juste quand on était stagiaire de CAPES qu'on commençait à aller avec un conseiller pédagogique à faire des heures de cours, et encore très peu. Voilà, donc peut-être que c'est bien de le remettre, mais c'est dommage que ce soit pas au niveau de ce que c'était quand moi je l'ai fait. Voilà. Et c'est vrai qu'avec les problèmes de recrutement qu'on a en ce moment, c'est bien de commencer, mais voilà, il aurait fallu aller plus loin et offrir quelque chose de plus confortable et de plus attirant pour les étudiants. Voilà. Mon intervention, merci. Alors, 2 avis défavorables. Monsieur Ouzoulia. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Moi, je tiens à dire d'abord en préalable que je partage l'esprit de cette réforme. Je pense que le pré-recrutement, c'est quelque chose de très important. C'est un outil au service de la promotion sociale et ça permet aussi de parfois réparer un petit peu les difficultés de relations qui peuvent exister entre l'école et certains quartiers populaires. Et puis, je vous fais une confidence, mais le pré-recrutement, l'école normale, c'est l'histoire de ma famille. Je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là et sans ça, après les choses sont socialement beaucoup plus difficiles. En revanche, je partage certaines des inquiétudes qui ont été exprimées ici et aussi par notre rapporteur. Vous y avez apporté un certain nombre de réponses que j'entends. Vous nous avez dit notamment que le dispositif s'intéresserait d'abord en priorité aux M1 et pas avant, ce qui est tout à fait important. Deuxièmement, je crois, mais je vous en demande confirmation, que vous nous avez dit que ça serait mieux d'exclure les académies carencées. Je pense que c'est un point important aussi. Ce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même un problème avec ces académies. On vous fait une seconde proposition, c'est que les tâches confiées aux AED se fassent en binôme, avec un enseignant titulaire dans une position de professeur adjoint. Et ça, il nous permet que cela offrirait une façon de pouvoir dédoubler les classes, mais par le nombre de professeurs et pas physiquement. Hein, voilà. Donc ça, c'est les propositions qu'on vous fait et qui nous permettent d'aller dans le sens de la confiance vis-à-vis de cette mesure pour laquelle, je vous dis encore une fois, politiquement, philosophiquement, nous y sommes très favorable. Alors là, nous sommes sur l'amendement de suppression. Monsieur Ouzoulias a anticipé sur ces amendements à venir, mais finalement... Oui, donc très bien. Vous pourrez me dire défendu, alors ça sera plus simple. Donc j'ai 2 avis défavorables, je le rappelle, sur cet amendement. Je peux le mettre aux voix? Oui. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 8 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Voici les amendements de M. Ouzoulias. Le 173, défendu du coup, merci. Le 307 rectifié. Madame Monnier.
Juste, ça va un petit peu dans le sens de ce qu'a dit Monsieur Ouzoulias, c'est-à-dire que plutôt que de dire se voir confier, on met progressivement assister les personnels titulaires. Il a parlé de binôme, c'est justement dans le sens où au début, ils ne seront pas seuls devant la classe. Merci. Le 224 rectifié, Monsieur Piednoir. Et le 225. Bon. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais me permettre de présenter les deux. Effectivement, il s'agit de précisions rédactionnelles concernant les tâches confiées aux assistants d'éducation. On connaît les craintes, les interprétations qui ont pu être faites sur le rôle de ces assistants d'éducation. Je vous propose deux rédactions. Au lieu de dire progressivement des fonctions pédagogiques d'enseignement d'éducation, successivement, ce qui implique quasiment que ça se fasse lors des différentes années du cursus de ces assistants d'éducation. Alors, avec deux rédactions, soit la première avec la responsabilité d'un enseignant titulaire et la deuxième rédaction qui concerne l'amendement 225 rectifié sans cette deuxième précision. Merci. Le 308 rectifié, Madame Monnier. L'idée d'enlever enseignement. Très bien. Le 70 rectifié terre ne sera pas soutenu. Et le 438 rectifié, Madame Laborde. C'est pour avoir une précision sur un référentiel de mission précis, donc parce que c'est important. Et je rejoins mes collègues, particulièrement mon collègue Pierre Ouzoulias, qui a bien précisé que ces étudiants vont pouvoir voir et se familiariser avec leur métier et renforcer donc la présence d'adultes au sein des établissements. Ils ne sont pas là en remplacement, mais en renfort, ce qui n'est pas du tout pareil. Merci. Le 477 rectifié, Madame de Romédy. Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement de Monsieur Grémillet va dans le même sens, donc il est défendu. Merci. Donc nous avons 7 amendements restants en discussion. Monsieur le rapporteur. Essayer d'être rapide sur l'amendement de Monsieur Ouzoulias. Le pré-recrutement, il est intéressant, me semble-t-il, de le positionner dans les disciplines et les académies déficitaires, parce qu'il s'agit aussi de répondre à une très faible attractivité de ces académies. C'est un des objectifs du pré-recrutement. Le tutorat, je crois qu'il faut d'abord faire confiance un peu aux acteurs sur le terrain. Il me semble que sur certaines opérations, comme devoir fait, le jeune étudiant peut être très vite tout seul, alors que sur d'autres formes d'action, il y aura besoin d'être avec le tuteur. Je pense qu'il ne faut pas trop rigidifier. En matière de professionnalisation comme de pré-recrutement, moi je serais partisan de le plus tôt et le mieux. Il y a des moments en fonction, il faut faire confiance aux tuteurs dans la manière dont ces jeunes vont progressivement passer sur des fonctions de prise de responsabilité progressive. Donc, vous savez, dans le rapport que nous avions préconisé, proposé avec Madame Laborde, on posait le pré-recrutement dès la L1. Donc, je crois qu'on est en logique avec, ici nous-mêmes, donc un avis de retrait ou défavorable sur cet amendement. Sur la même chose pour l'amendement de 307, ce n'est pas la philosophie de la pré-professionnalisation dans ce qui est proposé. Il faut au contraire permettre aux assistants d'éducation d'être en responsabilité le plus rapidement possible, bien sûr sous le tutorat bienveillant d'un enseignant titulaire. Sur les amendements de Monsieur Piednoir, je préfère largement le second qu'il a proposé, c'est-à-dire, si je me retrouve, le 225 plutôt que le 224. Je lui proposerai donc un retrait au profit de l'amendement 225 qui, en effet, permet de bien cranter, comme je l'ai dit plusieurs fois, M. Paco étant revenu, la progressivité dans les missions qui seront confiées aux assistants d'éducation. C'est une idée intéressante et qui devrait permettre d'apporter une réponse concrète, comme vous l'avez dit, aux inquiétudes des uns et des autres sur les missions qui seront confiées aux assistants d'éducation. Concernant l'amendement 308, du point de vue des assistants d'éducation, notamment lorsqu'ils seront en M1,
les missions d'enseignement sous la responsabilité de leur tuteur peuvent être intéressantes en termes de pré-professionnalisation et de validation de leur projet professionnel. Il serait dommage de les priver d'une telle expérience. Concernant l'amendement 438 qui prévoit un référentiel des missions des assistants d'éducation, je partage l'idée de Madame Laborde que les missions qui seront confiées aux assistants d'éducation devront faire l'objet d'un référentiel précis, mais je pense que Monsieur le ministre pourra nous donner toute garantie sur le sujet sans qu'il y ait besoin d'alourdir le texte de loi. Et sur l'amendement de Monsieur Grémillet, j'ai donné des explications et je demande un retrait. Monsieur le ministre. Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Bon, mes avis sont largement convergents avec ceux du rapporteur, donc je pense que je peux faire gagner du temps à la Haute Assemblée. Je voudrais en préalable quand même remercier le sénateur Ouzoulias pour ce qu'il a dit, parce que j'attache beaucoup d'importance à tout ce que vous avez dit là, et j'espère que vous arriverez à remporter la conviction de ceux que je n'arrive peut-être pas à entraîner aussi bien que vous. Parce que vous avez parlé très justement de l'enjeu social. Donc c'est un premier point que je voulais dire. Sur l'ensemble des amendements, j'ai les mêmes avis que le rapporteur pour des raisons identiques. Je voudrais simplement insister sur l'amendement de M. Piednoir avec lequel je suis d'accord. Donc, le seul amendement pour lequel j'émets un avis favorable, celui qui insiste sur la progressivité, parce que c'est aussi une des réponses à beaucoup de choses que vous avez dites les uns et les autres, c'est-à-dire une garantie qu'il s'agit bien d'aller progressivement vers des responsabilités. C'est peut-être bien de l'expliciter. Et donc, j'émets un avis favorable à cet amendement. Merci. Monsieur Ouzoulias, souhaitez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous m'aiderez beaucoup dans mon travail de conviction si vous m'apportez les quelques éléments que je souhaitais que vous précisiez dans la loi. La mesure est bonne, j'en comprends la philosophie. Pour éviter les craintes, les suspicions, peut-être pas fondées, je pense que l'objectif, ce n'est pas de rigidifier le processus, comme l'a dit Monsieur le rapporteur, c'est au contraire d'apporter un certain nombre de cadres qui apportent la confiance. C'est ça l'objectif principal. Donc, Monsieur le Ministre, aidez-moi dans mon travail de conviction en m'apportant ces garanties que je pourrai ensuite opposer à vos détracteurs. Monsieur le Ministre. En deux mots, Monsieur le sénateur, alors une partie des amendements qui ont été déposés, y compris la proposition que vous faites, me vont bien sur le fond. Donc c'est la question de les inscrire dans la loi qui, dans la plupart des cas, fait qu'on arrive à un avis défavorable. Sur votre proposition, je voudrais assez officiellement vous donner quand même un élément de réponse. C'est notamment le fait que ces étudiants vont avoir un tuteur lorsqu'ils arriveront dans l'établissement. Ce tuteur, sauf mutation pour cette personne, a vocation à suivre l'étudiant pendant les 3 années. Donc il n'est absolument pas laissé à lui seul. Il y a véritablement un tutorat, donc une pré-professionnalisation qui a lieu. Je pense que c'est la première et la plus grande des réponses à faire à la question que vous avez posée. Alors je peux mettre aux voix ces amendements. Le 173, il est maintenu, Monsieur Ouzoulias? Oui, donc 2 avis défavorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 307 rectifié de Madame Monnier. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc on peut retirer le 224 rectifié, Monsieur Piednoir, et mettre aux voix le 225 avec 2 avis favorables. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 308 rectifié, Madame Monnier, avec 2 avis. Ah, il tombe effectivement puisque l'autre est adopté. Le 438 rectifié, Madame Laborde, il est retiré. Et le 477 rectifié est également retiré par Madame Deromedi. J'en viens à l'amendement 34 rectifié qui ne sera pas soutenu. Le 362 ne sera pas soutenu. Le 309 rectifié sera soutenu par Madame Monnier. Juste faire un petit rectificatif parce que tout à l'heure j'ai été un peu rapide. Donc dans l'amendement 308, c'était donc à l'alinéa 3 que nous souhaitions supprimer les mots d'enseignement et à celui-ci c'est à l'alinéa 4. Voilà. Merci. Monsieur le rapporteur, l'avis de la commission. Même commentaire que pour l'amendement 308 et avis défavorable. Monsieur le ministre, même avis. Je mets aux voix Madame Monnier. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 352, Madame Cartron.
Il s'inscrit dans la lignée de beaucoup et surtout dans la réflexion de M. Ouzoulias, voilà, dont je partage aussi une similitude de parcours. Je trouve bien sûr cette mesure très bénéfique parce que, comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est éminemment une mesure sociale, mais aussi une mesure pour donner envie, donner du goût et motiver des jeunes à ce beau métier d'enseignant. Vous l'avez dit aussi, nous entendons beaucoup de craintes et que l'on a entendu jusque dans cet hémicycle. C'est pour ça que, pour lever toute ambiguïté et pour ne pas penser que ces jeunes seront appelés à remplacer, à se substituer purement et simplement aux enseignants, je souhaitais qu'on puisse compléter l'alinéa 4 avec « sous la responsabilité du professionnel dont il relève ». Monsieur le rapporteur. Je crois que c'est vraiment le sens du dispositif, que les assistants d'éducation soient placés sous la responsabilité d'un tuteur. Les textes réglementaires, Madame Cartron, devraient permettre de préciser cet aspect du dispositif, mais peut-être souhaitez-vous que Monsieur le ministre nous donne quelques assurances en la matière, si vraiment vous le pensez. Donc retrait sinon défavorable. Je crois que le ministre a déjà donné les assurances nécessaires. Monsieur le ministre, même avis, Madame Cartron. Retrait, maintien. On est dans une ambiance positive, je vais le retirer. Il est retiré. Le 97 rectifié bis, Monsieur Paco. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, la préprofessionnalisation a fait ses preuves depuis des décennies. Notre ami Pierre Ouzoulias a parlé du parcours de ses parents à l'école normale, c'est le cas des miens aussi. Mais comme ça a été évoqué lors des précédentes interventions, les référentiels de cette préprofessionnalisation, il faut les cranter, pour reprendre avec son bel accent le terme de notre ami Max Brisson. Et moi, je vous propose, à travers cet amendement, de prendre en compte le cas des élèves en situation de handicap dans la formation des futurs enseignants qui auront choisi de passer par la préprofessionnalisation. En effet, afin d'améliorer l'insertion des élèves en situation de handicap au cœur des classes traditionnelles, il pourrait être précieux de permettre aux futurs enseignants de mieux appréhender et comprendre les difficultés spécifiques et toujours particulières de ces enfants. Aussi pourrait-il être pertinent et formateur d'inclure dans le cursus des futurs professeurs et notamment des assistants d'éducation concernés par la préprofessionnalisation une période consacrée exclusivement à l'accompagnement d'élèves handicapés. L'apprenti enseignant effectuerait alors la même mission que les AESH pendant une certaine durée, afin de bien intégrer les attentes et besoins de l'élève sous sa responsabilité. L'expérience ainsi acquise serait évidemment utile aux futurs maîtres lorsqu'ils auront à gérer des effectifs comprenant un ou plusieurs élèves en situation de handicap, qu'ils soient tutorés ou pas par un AESH. Ce que je veux rajouter aussi, c'est que nous en avions parlé avec Monsieur le rapporteur, puisque cet amendement est issu d'une proposition de loi que j'avais faite. Nous en avons aussi discuté avec Monsieur le ministre, et c'est sur le conseil de Monsieur le ministre que j'ai précisément inscrit cet amendement dans le cadre de la préprofessionnalisation, parce qu'il me semble que c'est peut-être là que c'est le mieux adapté. En ce qui concerne les futurs enseignants en général, comme ça a été dit tout à l'heure, il est inscrit dans le Code de l'éducation qu'il doit y avoir une sensibilisation au monde du handicap. Malheureusement, c'est très rarement fait. Au moins, si ça pouvait l'être dans le cadre de la préprofessionnalisation, il me semble que ce serait bénéfique pour tout le monde. Porteur. Alors c'est vrai, mon cher collègue, nous avons souvent parlé ensemble, mais manifestement, je ne vous ai pas beaucoup convaincu. Alors, certes, votre amendement part d'une très bonne intention, former les futurs enseignants aux difficultés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Je pense quand même qu'au cours des périodes d'observation en classe, les assistants d'éducation auront l'occasion de croiser des AESH, de prendre connaissance de la réalité de leur métier et de partager avec eux. En revanche, il ne me semble pas bénéfique pour les élèves suivis qu'un assistant d'éducation se substitue à leur AESH. On a dit hier longuement qu'il s'agit aussi d'un métier auquel il faut être formé, avec une responsabilité très très lourde, et c'est la raison pour laquelle l'avis sera défavorable, à moins que vous ayez la gentillesse, parce que cette fois je vous serai convaincu, de le retirer. Monsieur le ministre.
Bien, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement l'inspiration de votre proposition et je partage cette inspiration. Elle est d'ailleurs convergente avec ce que nous avons adopté précédemment quand nous avons dit que la formation des futurs professeurs incluait les enjeux de l'école inclusive. Donc d'une certaine façon, c'est ce qui arrivera de toutes les façons à ces étudiants pré-professionnalisés. De ce fait, on n'a pas besoin de trop rigidifier les choses par une proposition de nature législative comme celle que vous faites. Et par ailleurs, il y a les arguments que je partage aussi de monsieur le rapporteur qui font que nous devons évidemment d'abord avoir l'intérêt de l'élève en tête et donc nous devons faire attention aux manières dont ceci se passerait dans l'établissement. Ce qui est certain, c'est que nous allons travailler par-delà la loi. Nous allons travailler à ce que cette expérience en établissement pendant 3 années de la part du futur professeur lui permettent de se familiariser aux enjeux de l'école inclusive, souvent parce qu'il s'agit aussi d'un travail d'équipe, qu'il n'y a pas que l'AESH avec un élève. Et c'est dans cet esprit que nous allons travailler. Donc je crois qu'en réalité, votre amendement, il est satisfait dans l'esprit. C'est pour ça que je vous demanderai un retrait. Mais en tout cas, je partage votre intention. Merci. Êtes-vous convaincu, chers collègues ? Je suis navré de ne pas l'être, parce que malheureusement, et même si je salue les grands efforts qui sont faits pour augmenter le nombre d'AESH, nous avons malheureusement de nombreux exemples de classes où il n'y a pas d'AESH et où ça va encore durer pendant quelques années. Et donc le fait que certains enseignants aient exercé ne serait-ce que quelques semaines ce rôle ne peut être que formateur et bénéfique. Votre argument, très cher rapporteur, il aura été, à mon avis, irréfutable s'il y avait des AESH dans toutes les classes pour tous les élèves. Ce n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est malheureusement pas le cas. Et mon but est simplement que ces élèves soient mieux pris en charge quand il n'y a pas d'AESH. Donc, je ne retire pas mon amendement. Alors, 2 avis défavorables. Je vais mettre aux voix l'amendement. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il n'est pas adopté. Je peux mettre aux voix l'article 14. Pas d'explication de vote. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Voilà pour ces temps forts de la discussion au Sénat vendredi dernier qui était consacré à l'examen du projet de loi pour une école de la confiance. Notez que la semaine dernière, les sénateurs ont validé la principale mesure au cœur de ce projet de loi, l'école obligatoire à partir de 3 ans. Notez qu'en revanche, les sénateurs ont supprimé une mesure qui était très polémique, celle du regroupement école primaire collège. Sachez que les sénateurs cet après-midi vont faire un vote solennel autour de ce texte salle des conférences et qu'a priori ils devraient adopter cette version qui a été largement modifiée par la majorité sénatoriale. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.